touchée par leur témoignage, à la fois en tant que femme et puis en tant qu'ingénieure de l'industrie, puisque j'ai vécu l'accident chez Areva à l'époque. Donc la Société d'énergie nucléaire, c'est une société qui rassemble, une association scientifique qui rassemble à peu près 4000 ingénieurs et scientifiques de l'industrie nucléaire. On est un petit peu le carrefour des experts français et étrangers sur cette énergie. Donc moi, personnellement, j'ai rejoint l'énergie nucléaire en 2009, je venais des télécoms. Et pourquoi j'ai rejoint l'énergie nucléaire, c'est que je me suis rendu compte à ce moment-là que les vrais enjeux étaient dans l'énergie. Pourquoi? À la fois pour des questions de développement, et je voudrais en parler un petit peu aujourd'hui, et puis pour des raisons climat, puisque l'énergie nucléaire, comme vous le savez, n'émet pas de gaz carbonique dans son processus de fonctionnement. On a parlé beaucoup de l'accident de Fukushima aujourd'hui, un accident très dur, ce qui nous rappelle évidemment que l'énergie nucléaire présente des risques qu'on connaît et qu'on sait évaluer pas mal aujourd'hui, puisqu'on a eu 3 accidents, ce qui nous donne une expérience de cette énergie. Alors, on parle évidemment des risques associés à l'énergie nucléaire, mais l'énergie nucléaire, c'est aussi une solution. Pourquoi? C'est parce qu'elle est bas carbone et une solution pour 2 grands risques. Et on peut se demander si ce n'est pas des risques encore plus grands. Le premier, c'est le réchauffement climatique, et on est à Paris. En 2015, à la fin de l'année, il y aura la conférence sur le climat. Et puis, il y a un second risque dont on parle de plus en plus, parce que là, ce n'est pas un risque futur, c'est un risque actuel, c'est la pollution atmosphérique. Donc, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais ils sont publics, sur les millions de personnes dans le monde qui sont actuellement touchées par la pollution atmosphérique. Alors pourquoi je vous parle de ça en parlant du nucléaire? C'est qu'il se trouve que le nucléaire ne rejette dans l'atmosphère ni particules fines, ni oxyde de soufre, ni oxyde d'azote. Et pas d'âge blanc, c'est de la vapeur d'eau. Et en amont et en aval? Alors, dans le cycle complet du fonctionnement d'une centrale nucléaire, c'est en effet, en CO2, c'est 15 grammes par kilowattheure, donc on est au même niveau que l'éolien qui est à 10 et le photovoltaïque qui est à 45. Et quand même, puisqu'on parle de chiffres, vous donnez à peu près des ordres d'idées. Une centrale à charbon, c'est 1000, et une centrale à gaz, c'est 500. Donc on est dans des ordres de 50 fois plus pour le gaz et 100 fois plus pour le charbon. Alors, que nous dit le GIEC? Et donc ils ont publié récemment leur 5e rapport. Il nous dit 2 choses. La première, c'est l'urgence. Donc pourquoi l'urgence a des conséquences pour l'énergie? C'est que l'urgence, ça veut dire qu'il faut utiliser les énergies d'aujourd'hui. Dans le dernier rapport du GIEC, on nous dit qu'il y a un budget carbone, ce qui est en gros ce que l'humanité pourra émettre jusqu'au réchauffement à 2 degrés. Et ce budget carbone, on en a déjà dépensé 70%, dont la moitié sur les 40 dernières années. Donc ça veut dire, et quand je vous entends et vous parlez des énergies du futur, oui, bien sûr, il y aura plein d'énergie et d'options énergétiques en 2050, mais comme il faut réduire maintenant, eh bien, il faut garder les énergies qu'on a maintenant. Et là, les énergies bas carbone disponibles à grande échelle, elles sont listées par le GIEC et elles se comptent sur le doigt de la main. Il y a l'hydroélectrique, il y a le solaire, il y a l'éolien, et puis il y a le nucléaire. Après, il nous parle des énergies fossiles avec capture et séquestration de carbone, mais on sait tous que ce n'est pas encore disponible industriellement à grande échelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous dit, pour atteindre les objectifs de degrés, et lisez-le, c'est dans le rapport, 80% de l'électricité en 2050 doit être bas carbone. Au passage, il n'y a que 6 pays dans le monde qui y sont, dont la France. La France est à 90% bas carbone. Un Français, comme vous le savez, émet 2 fois moins qu'un Allemand. On est dans ce petit groupe de 6. Mais le reste du monde, le monde dans son intégralité, n'est pas
enfin, il est actuellement à 70% d'énergie fossile. Dans la courbe que vous avez montrée tout à l'heure, bon, il y avait le photovoltaïque, il y avait la croissance de l'éolien, il y avait le nucléaire, mais il manquait surtout ceux qui sont en plus forte croissance aujourd'hui, comme l'a dit M. Bataille, c'est les fossiles. Et le problème, c'est le fossile. Le problème, c'est pas le nucléaire contre les renouvelables. Le problème, c'est le fossile. Et on a besoin du nucléaire et des renouvelables. Comment voulez-vous qu'on passe en l'espace de 30 ans de 30% d'énergie bas carbone à 80% si on n'utilise pas aujourd'hui toutes les énergies qui sont disponibles industriellement? Le Japon. La volonté politique. Non, l'énergie, c'est pas que la volonté politique. L'argent du nucléaire. Alors, je vais vous donner, je vais vous répondre, même si normalement les réponses c'est à la fin. On a à côté l'Allemagne qui a plus d'argent que nous, qui a toutes les meilleures technologies du monde à sa disposition, qui a la volonté politique. Et aujourd'hui, sur les 3 dernières années, ils ont augmenté leurs émissions de CO2. Donc, il y a l'énergie, c'est de la physique. C'est un mensonge. Avant d'en rentrer dans le débat, on va laisser Madame Faudon terminer sa présentation et on aura Yves Marignac qui a travaillé sur le scénario Négawatt. Je voudrais dire un mot sur le Japon. Donc pour dire que le Japon, lui, donc je vous rappelle, l'objectif c'est 80% de bas carbone. Le Japon maintenant il est à 87% d'énergie fossile. Et que le Japon, donc il a augmenté en 2012 ses émissions de CO2 de 6%, donc il est en 2012 sorti de la trajectoire de Kyoto qu'il avait lui-même promue. Donc vous voyez que les enjeux sont énormes. Et là encore, je le redis parce que je pense que c'est ma conviction profonde, on a besoin de toutes les énergies bas carbone disponibles industriellement à grande échelle aujourd'hui, et le nucléaire en fait partie. Donc maintenant on peut se dire, bon ben très bien, on fera 100, et là on prend un risque énorme, parce qu'il n'y a aucun scénario aujourd'hui crédible qui permet d'atteindre l'objectif de 2 degrés sans recours à l'énergie nucléaire. Donc on prend un risque énorme, et vous devez vous poser sincèrement la question de ce risque que vous prenez. Parce que ce risque, ben, c'est aussi des déplacements de population. Enfin, vous voyez les rapports qu'on dit sur les réchauffements climatiques, ces risques sont énormes. Donc ne pas prendre le choix nucléaire dans le mix du portefeuille, eh ben, c'est aussi prendre un risque énorme. L'autre possibilité, c'est de se dire, bon, on a quelque chose qui existe aujourd'hui, sur lequel on a de l'expérience, il est disponible, on a un parc de 435 centrales dans le monde, on peut les prolonger, on peut les rénover, on peut continuer, on peut construire aujourd'hui les BRICS sont des grands constructeurs de centrales nucléaires, l'Inde, la Chine, le Brésil, la Russie. Ce sont les plus gros pays émetteurs et ils ont accès à cette technologie. Voilà. Et donc ça, c'est la vraie question, à mon avis, qu'il faut se poser. Et dernier point, puisque Christian Bataille en a parlé, en 2050, il faudra un portefeuille complet de solutions. Le monde a toujours multiplié les solutions. Le monde du charbon est toujours là et c'est l'énergie du 19e siècle. Donc les énergies s'additionnent, elles ne se substituent pas complètement les unes avec les autres. La première énergie du monde aujourd'hui, c'est le charbon et c'est l'énergie du 19e siècle. Ben, en 2050, il faudra avoir la Gen 4 comme à notre portefeuille de solutions bas carbone. Et justement, il faut continuer à investir dans la recherche là-dessus. Merci. Donc, merci. Yves Marignac, je vais vous céder maintenant la parole. Je crois que vous avez un scénario crédible sans nucléaire et je crois que dans votre compréhension, le nucléaire est bien une énergie fossile parmi les autres. Pas fossile, mais fissile et reposant donc sur une ressource non renouvelable, ce qui est un des points qui fait qu'effectivement le nucléaire, en tout cas le nucléaire actuel, à mes yeux, n'est pas aujourd'hui une énergie soutenable. Et c'est le premier point sur lequel je voulais insister en laissant de côté les réponses nécessaires à un certain nombre de points que j'ai entendus, par exemple, sur l'Allemagne. Les émissions de CO2 de l'électricité ne font pas toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne, et l'Allemagne est bien sur une courbe vertueuse de ce point de vue-là. Donc le premier point sur lequel je voulais insister, effectivement, c'est de rappeler qu'avec le nucléaire viennent un certain nombre de risques, et que donc si on parle transition énergétique vers un système énergétique soutenable, eh bien le nucléaire aujourd'hui ne fait pas partie de l'image à long terme. Ces risques, je ne vais pas tous les détailler, je vais revenir sur 2 points. Le premier, c'est évidemment le risque d'accident majeur, on en a beaucoup parlé aujourd'hui,
avec les témoignages évidemment très forts qu'on a entendus. Je voudrais juste là-dessus signaler que, voilà, une fois qu'on a entendu ça, il ne faut pas oublier. Premier point d'actualité, en début de ce mois, à Vienne, réunion de la Convention internationale sur la sûreté nucléaire, sous l'égide de l'AIEA, sous la pression des États-Unis et de la Russie notamment, une proposition qui devait être mise sur la table pour introduire des exigences de renforcement de la sûreté des réacteurs existants pour tenir compte des leçons de Fukushima, eh bien, n'a même pas été mise sur la table et n'a même pas été discutée. Donc, on oublie de renforcer au niveau international la sûreté des réacteurs. Le deuxième élément, Naoto Kan a rappelé tout à l'heure quelle était la situation sur le site même de Fukushima. Cette situation reste extrêmement précaire et je pense qu'il y a besoin d'une mobilisation beaucoup plus forte de la communauté internationale et notamment des meilleurs experts pour essayer de résoudre la situation sur place. Le deuxième risque important sur lequel je voudrais insister, c'est le risque de prolifération dont on parle beaucoup trop peu à mon sens, c'est-à-dire le risque de détournement des matières et des technologies qui sont les mêmes pour le nucléaire civil et pour le nucléaire militaire, pour donc fabriquer des bombes et nourrir des programmes militaires. L'expérience et l'histoire nous montrent qu'il y a une très grande porosité entre les programmes civils et militaires, que les garanties qui sont apportées aujourd'hui par le système international ne fonctionnent pas. Et donc, faire appel au nucléaire aujourd'hui pour résoudre le changement climatique, eh bien, c'est augmenter le risque lié à l'arsenal nucléaire existant. Et je vous rappelle que dès les années 50 et 60, les scientifiques américains et russes travaillaient sur les scénarios qu'on appelait d'hiver nucléaire. Juste pour vous situer les choses, c'est moins 20 degrés à moins 40 degrés de température moyenne à la surface de la Terre, 95% de perte de luminosité pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc c'est quelque chose qui est, c'est un risque évidemment tout à fait majeur qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, mais je vais le passer rapidement, c'est la question de la place du nucléaire aujourd'hui dans le système énergétique mondial. Là-dessus, je ne vais pas m'étendre sur beaucoup de chiffres, je vous renvoie pour ça à un excellent rapport de référence qui est le World Nuclear Industry Status Report, dont l'auteur Michael Schneider est présent ce soir. Ce rapport, et puis toute l'information qu'on peut avoir autour, nous dit bien que le nucléaire aujourd'hui, c'est pas un géant en devenir, l'image que l'industrie essaye de donner. Pour moi, c'est plutôt un nain en déclin sur la scène énergétique. C'est 11% de l'électricité mondiale. Le record, il y a plus de 10 ans, était à 18%. C'est donc à peine plus de 2% de la consommation finale d'énergie dans le monde. Donc voilà, c'est tout petit. Et quand on regarde les scénarios, effectivement, de lutte contre le changement climatique, il y en a un qui vient de sortir, publié par l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE. Il table sur 900 gigawatts de nucléaire en 2050, c'est-à-dire 2,5 fois plus que le record historique de puissance installée. Et ça fait 4% de baisse des émissions mondiales par rapport à un scénario tendanciel. C'est beaucoup moins que l'efficacité énergétique qui représente un potentiel de la moitié de baisse des émissions, beaucoup moins que les énergies renouvelables qui représentent un potentiel de 25% de baisse des émissions. Autrement dit, non seulement on ne peut pas dire qu'il y a des scénarios crédibles, qu'il n'y a pas de scénario crédible de lutte contre le changement climatique sans nucléaire, mais même dans les scénarios qui font appel au nucléaire, son rôle reste complètement marginal. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'imaginer des scénarios où on fait un effort supplémentaire pour s'en passer que d'imaginer des scénarios où on s'appuie fortement sur lui. Et puis les chiffres sont sans appel sur la dynamique de comparer du nucléaire et des énergies renouvelables et de l'efficacité aujourd'hui. Mon voisin en a montré quelques exemples. Mon dernier point, c'est effectivement le focus sur la France. Et mais très, très rapidement, la situation aujourd'hui en France, en rappelant que, certes, on a 75% de nucléaire dans notre électricité,
que ça fait 18% de notre consommation d'énergie finale et que nos émissions de gaz à effet de serre, elles restent 4 fois plus élevées que ce que recommande le GIEC, d'où cet objectif facteur 4, introduit dès 2005 dans la loi française. On a regardé dans le débat national sur la transition énergétique en 2012-2013 les différentes façons de faire la transition énergétique en France et une des trajectoires qui a été regardée, effectivement, c'est le scénario négawatt sur lequel j'ai eu la chance de travailler, que j'ai coordonné, qui est un scénario de transition énergétique où on arrive à plus de 90% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050 en France, en s'appuyant essentiellement sur ce qu'on appelle la sobriété et l'efficacité, c'est-à-dire une intelligence sur la façon d'utiliser l'énergie et une intelligence sur les équipements pour diviser par 2 notre consommation d'énergie à l'horizon 2050. Le résultat de la comparaison de trajectoires dans le débat national sur la transition énergétique, c'est que cette trajectoire-là, le scénario négawatt, c'est à la fois la façon la plus efficace de répondre à nos impératifs climatiques et énergétiques, et c'est aussi la façon la plus rentable à long terme, même si ça demande plus d'investissement à court terme. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas du tout dire que même en France, où le nucléaire est le plus poussé, le choix d'aller vers le tout renouvelable n'est pas possible. Au contraire, il est fortement possible. On a des décisions à prendre à très court terme, et notamment celle de prolonger ou pas nos réacteurs. Là-dessus, je ne m'étendrai pas. Le rapport que j'ai produit pour Greenpeace a été cité tout à l'heure par Sandrine Bélier. Je crois que cette prolongation, c'est quelque chose d'extrêmement risqué et d'extrêmement cher, et que le moment de faire un choix tourné vers l'avenir et non pas vers la prolongation du passé est justement maintenant. Donc, sans plus